Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous avez dû entendre parler du mémorandum de Budapest concernant l'ex-URSS. Ça a suivi justement la dislocation de l'ex-URSS. Après la dislocation de l'ex-URSS, il y a eu ce qu'on appelait les États, la communauté des États indépendants, la CEI, qui n'a pas duré longtemps parce que bon, les gens voulaient que ça soit une autre forme d'ex-URSS. Ce serait donc changer de nom, mais garder le même contenu. Donc, les Occidentaux d'ailleurs qui attendaient seulement de pied ferme, avec impatience, la dislocation de l'ère URSS, puisque c'est leur habitude, c'est leur travail, c'est leur principe, c'est leur méthode de gestion de ce monde, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Ils ont divisé. Donc, eux, ils ne pouvaient pas soutenir encore ce genre de choses. Donc, le mémorandum de Budapest, c'est ce qui a suivi justement tout ça, hein, qui a permis à ces pays-là d'obtenir leur indépendance. Mais il y avait des clauses. Il y avait des clauses écrites, des clauses qui n'étaient pas écrites, notamment celles qui concernent le fait de ne pas élargir l'OTAN dans les pays de l'ex-URSS, à l'Est. Il n'était pas question. Parce que l'organisation de l'Atlantique Nord, ce n'est pas l'organisation de l'Atlantique Est. Mais, vous savez, les Américains, ils attendaient ce moment avec beaucoup d'impatience, et dès qu'ils ont eu l'occasion, bon, ben, ils ont accepté ce qu'il fallait. Mais le mémorandum prévoyait d'abord la concentration des armes nucléaires de l'ex-URSS dans les mains de Moscou, de la Russie. C'est pour ça qu'on savait déjà que la majorité des armes de l'ex-URSS se trouvaient sur le territoire qui aujourd'hui est celui de la Russie, mais il y en avait aussi en Ukraine, au Kazakhstan et puis en Biélorussie. Le mémorandum de Budapest a permis à demander justement à ce que la Russie puisse collecter tout ça et garder avec elle, pour ne pas continuer à proliférer les armes nucléaires sur l'ensemble du globe, et notamment en Europe. Ce mémorandum prévoyait, écoutez bien, il prévoyait que l'OTAN ne devrait pas installer des armes nucléaires à l'Est. Le mémorandum l'avait bien précisé. Ça, c'est un. Deux, l'OTAN ne devrait pas s'ingérer dans la gestion des affaires des pays qui sont sortis, qui faisant partie de la fameuse CEI dont je venais de parler, la communauté des États indépendants. Donc, il y avait deux principes clés. Le fait de ne pas installer des armes nucléaires dans les pays de l'Est, et puis ne pas s'ingérer dans la gestion des pays de l'Est, hein, laisser la Russie continuer à avoir ses relations particulières avec ces pays. C'est ce que prévoyait le mémorandum de Budapest. Quand vous entendez parler du mémorandum de Budapest, il y a eu d'autres problèmes, il y a eu d'autres clauses, mais les clauses fondamentales, c'était les deux là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand les États-Unis ont constaté que, bon, maintenant c'est les carottes sont cuites, l'ex-URSS n'existe plus, maintenant la Russie est seule, la Russie est appauvrie, la Russie est démembrée, alors ils ont commencé à évoquer le fait que non, ce sont des États indépendants, ils sont souverains, ils ont le choix, ils peuvent faire le choix de rentrer dans l'OTAN ou de ne pas rentrer. Et là, les États-Unis ont commencé maintenant à s'ingérer dans ces affaires, dans les affaires de ces pays, alors que c'était interdit. Et les États-Unis ont commencé à placer des bases militaires à l'Est. Tout est parti justement de la violation des règles de ce mémorandum. Vous savez qu'Angela Merkel, avant de signer les accords de Minsk, Madame avait de bonnes relations avec la Russie. C'est quand les États-Unis ont vu ça, ils se sont dit non, mais vous n'avez pas le droit. Et elle, sachant que si elle ne se soumet pas, elle risque de perdre le pouvoir, puisque c'est la spécialité des Américains. C'est ce qui a fait que le prédécesseur de Angela Merkel
a été viré, a été chassé, a été comme un malpropre. C'est-à-dire qu'il est sorti de là comme s'il n'avait jamais rien fait, comme s'il n'avait jamais géré l'Allemagne, alors que c'est lui qui est le père de l'industrialisation de l'Allemagne. Ce n'est pas Helmut Kohl, c'est ce chancelier. Oui, donc, le mémorandum de Budapest, même quand Zelensky parle de ça, il cafouille, il va chercher des choses qui ne sont pas vraies, hein, pour en faire une vérité. Et bon, comme eux, ils ont l'habitude de faire passer les choses en boucle sur toutes les chaînes de propagande, et puis bon, les gens pensent que c'est la vérité alors que ça n'a jamais été la vérité. Mais le mémorandum de Budapest, ce n'était pas un mémorandum pour autoriser à l'Ukraine d'avoir l'arme nucléaire. Au contraire. C'est depuis Budapest, là, lors de ce mémorandum, qu'il était question de collecter toutes les armes qui étaient en dehors de l'espace de la Fédération de Russie. Il fallait ramener tout à la Russie. Parce que c'est la Russie qui a gardé le droit de veto. Mais il fallait qu'il demande aussi le droit de veto. Puisque c'était un État indépendant au sein de l'ex-URSS. Il fallait qu'il demande le droit de veto. Pourquoi il n'a pas demandé le droit de veto? Vous voyez, c'est-à-dire que Zelensky est en train de faire des choses, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas très instruit, il n'est pas très intelligent, que bon, il se comporte comme ça, mais franchement, c'est comme si aujourd'hui il disait que non, moi je veux l'arme, je veux avoir le droit de veto. Le droit de veto russe, là, on divise ça en deux, la Russie et nous nous asseyons sur la même table. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et la dislocation de l'ex-URSS, ce n'est pas l'œuvre des Américains. Écoutez bien, ce ne sont pas les Américains qui ont détruit l'ex-URSS. Non. Parce que si c'était eux qui avaient détruit, ils allaient prendre le contrôle de l'ex-URSS. C'est un phénomène interne qui a dégénéré et puis qui est arrivé à cette dislocation. Et Poutine, le pouvoir qu'il a eu, il n'est pas venu comme ça par hasard. C'est Boris Yeltsin qui lui a remis les clés. Boris Yeltsin qui lui a dit, tiens, prends, je compte sur toi. Boris Yeltsin, avant de partir, il lui a donné les clés du pouvoir. Il lui a dit, je te donne tout. Mais je compte sur toi pour ramener les choses à l'ordre. Et c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a eu la bénédiction. Yeltsin, au dernier moment, a compris qu'on avait joué avec lui. Gorbatchev est mort malheureux parce qu'il avait compris que il avait été manipulé, trompé, avec des prix Nobel, comme d'habitude. Maintenant, là, on va en donner à Zelensky aussi. Mais c'est terrible ce qui est en train de se passer. Donc, les amis, il y a de ces choses qu'on entend, mais au fond, il n'y a rien de toute la vérité. Zelensky ne peut pas se prévaloir du mémorandum de Budapest pour qu'il puisse avoir le droit de fabriquer une arme nuque. Non, il ne peut pas. Parce que le mémorandum, justement, interdisait cela. Le mémorandum, le problème, c'est que les Américains l'ont violé, et bon, lui aussi, il peut violer comme... bon, il peut faire comme bon lui semble, mais en réalité, c'est pas ça. L'interprétation du mémorandum de Budapest est très erronée, notamment de la part des Américains et de Zelensky. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya Bakolerve, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.